Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu avec le titre et la miniature, pour parler du meilleur hybride pour la vidéo pour débuter, selon moi en tout cas. On est bien sûr ici début 2019, enfin mi-2019 presque, avec toutes les nouveautés qui sont sorties. Je me suis demandé quel serait le meilleur appareil pour vous pour commencer la vidéo, toi qui as envie de commencer, que ce soit pour juste toi, pour tes délires, pour YouTube, pourquoi pas commencer à gagner un peu d'argent avec. J'ai recherché un petit peu tous les appareils différents qu'il y avait sur le marché et je me suis arrêté sur un particulièrement que je vais te présenter aujourd'hui. L'appareil dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le Lumix G90. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Tout simplement parce que pour moi, au niveau vidéo, c'est vraiment le meilleur compromis pour commencer, en tout cas, pour débuter. C'est un appareil qui est sorti en mai ou en avril 2019, je ne sais plus exactement, en tout cas dans ces eaux-là. Je commence déjà par remercier Panasonic qui du coup me l'a prêté pendant 2 semaines, si je ne me trompe pas, afin de pouvoir le tester. Je l'ai testé du coup avec l'objectif de kit, celui que tu retrouves dans la boîte, donc c'est pas un achat supplémentaire, c'est le 12-60 mm. Alors malheureusement c'est pas le 12-60 Leica avec une belle ouverture, c'est le 12-60 f3.5 f5.6, mais finalement c'est pas un si mauvais objectif que ça. Pour un objectif de kit, il est même plutôt très bon. Alors on va commencer tout de suite par la fiche technique. Alors je préparais mon petit copion parce qu'à chaque fois j'oublie. Alors le Lumix G90, c'est comme son nom l'indique, le successeur du G80. Au niveau gamme, c'est pas trop compliqué à suivre chez eux. C'est un appareil à capteur micro 4 tiers, donc le capteur est un capteur assez petit, ce qui permet d'avoir un appareil assez léger et assez compact. C'est un capteur de 20,3 millions de pixels, donc on peut faire un peu de photos avec et c'est pas dégueu, je t'en parlerai également dans cette vidéo. Il a de très bonnes résolutions vidéo, de la 4K jusqu'à 30 images secondes et de la 1080p jusqu'à 120 images secondes. Franchement, du coup, c'est vraiment très bien pour faire des ralentis en 1080 ou pourquoi pas faire un peu de 4K. Il le gère très très bien également. Au niveau de la stabilisation, le capteur est stabilisé sur 5 axes et en plus de ça, l'optique peut être stabilisée et les deux peuvent jouer ensemble, entre guillemets, dans le sens où les deux se complètent. Tu as du coup une très très belle image à main levée. C'est vraiment impressionnant. Tu as, et ça c'est vachement cool pour un boîtier à moins de 1000 €, du V-Log intégré. Alors qu'est-ce que c'est que le V-Log? Le log en règle générale, si jamais tu connais pas, c'est un profil d'image très neutre, très... Alors on appelle ça très flat, mais ça va rien te dire si tu connais pas le mot log non plus. C'est un profil d'image qui du coup est très gris, assez désaturé, totalement décontrasté, il n'y a pas beaucoup de netteté non plus. Bref, c'est une image qui de base va te paraître totalement affreuse, mais qui va te permettre d'avoir du détail partout. Alors ce que j'appelle du détail partout, c'est une différence ici entre les deux images que je vais vous montrer. Ici, la première, c'est un profil intégré à l'appareil, le profil créatif, qui du coup est déjà très saturé, ça donne une très belle image, mais le ciel est tout blanc. Tandis que lorsqu'on passe ici sur le V-Log, l'image de base est très grise, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de couleur, c'est pas contrasté, c'est pas très beau, mais quand on regarde bien dans l'image, on a vraiment de l'information partout, tant dans les hautes lumières que dans les ombres, ce qui va nous permettre par après, avec un programme du style Adobe Premiere ou DaVinci, d'aller remettre du contraste, de la saturation, de la netteté, bref, de vraiment créer l'image qu'on a envie de créer et qu'on a envie d'avoir au final. Donc cette image qui est vraiment très neutre de base va vraiment nous permettre de la travailler comme on la veut et du coup d'avoir le style que l'on souhaite dans sa vidéo. Le V-Log, on m'a souvent dit que c'était un des meilleurs logs sur le terrain. Le V-Log, c'est chez Panasonic, tu as le S-Log chez Sony, tu as du N-Log chez Nikon, ou du F-Log, je sais plus exactement, ou le F-Log c'est chez Fuji. Enfin bref, tu as plein de logs différents sur le marché. Et on m'avait souvent dit, j'avais souvent lu que le V-Log était le meilleur de tous. Et bien là, pour le coup, je suis totalement d'accord. J'avais malheureusement pas eu l'occasion de tester le V-Log auparavant, en sachant qu'il n'est pas encore disponible sur le S1. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez qu'il sort en juin, si je ne me trompe pas, juin en juillet, enfin soit. Mais sur ce boîtier, il est directement intégré et il est très très bon. Bon, je me perds, mais du coup, j'ai même pas fait la fiche technique, moi. Il embarque également un Slow SD, alors il y en a que un, mais franchement, c'est suffisant. Il embarque surtout un super écran rotatif, donc pour le vlog, c'est juste terrible. Et en plus, cet écran est totalement tactile, pas que pour faire la mise au point, tu peux naviguer dans les menus, bref, plein de choses. L'écran est totalement tactile et vachement bien. Il embarque également une prise casque et une prise micro, ce qui te permet respectivement de mettre un casque pour écouter le son que tu vas prendre avec ton appareil et de brancher un micro pour avoir un meilleur son. Tout simplement. Tu as, si je me trompe pas, une prise USB mini et une prise HDMI, c'est bien ça, ainsi qu'une prise pour télécommande pour prendre des photos à distance ou pour faire des timelapses ou des choses comme ça. Bref, au niveau de la fiche technique, il est quand même pas mal complet et je trouve que pour un boîtier à moins de 1000 €, en sachant qu'il vient de sortir, donc ils vont encore en plus diminuer de prix, c'est vraiment un boîtier très complet. Le fait d'avoir du V-Log, de la 4K, de la 1080 à 120 images secondes, c'est vraiment juste terrible et on pouvait pas penser ça dans un boîtier à moins de 1000 € il y a à peine quelques années. On passe maintenant à la partie prise en main. J'ai bien aimé cet appareil en fait. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop petit pour mes grandes mains, moi qui
suis habitué à des plus gros appareils, mais finalement pas du tout, il a un super bon grip. Alors chez Panasonic, on m'a dit que du coup le grip avait été retravaillé parce que sur le G80, que j'ai jamais eu en main, donc ce ne sont que des on-dit, apparemment le petit doigt était un peu dans le vide, dans le sens où le grip était un petit peu trop petit, et bien là pour le coup, il tient super bien en main. Tous les boutons sont naturellement sous les doigts, je veux dire, enfin tout est super bien placé, en fait, c'est super bien. On a deux roulettes, une roulette avec les différents modes, M, S, A, P, évidemment le mode vidéo, et de l'autre côté, 2-3 petits modes, surtout consacrés à la photo. Et surtout, mon gros coup de cœur, ce sont deux choses. Le premier, c'est le bouton REC qui est ici au-dessus, que tu vois là au-dessus, qui est super bien placé. Et le deuxième, c'est le trio de boutons que tu vas retrouver au-dessus, juste en dessous du déclencheur, c'est le white balance, la balance des blancs, les ISO et l'exposition, et ils ont fait ça tous les trois ici en dessous, avec un bouton différent, de façon à les repérer rien qu'au toucher. Je m'explique, le bouton white balance est un peu plus gros que les deux autres, le ISO a deux petits picots, et le dernier, l'exposition, est juste normal. Donc du coup, bah, tu sais juste en passant ton dessus où est-ce que tu vas appuyer, sans même regarder. Et ça, c'est vachement bien. Je disais donc, au niveau de la prise en main, il est super bon. Ce que je regrette juste un tout petit peu, c'est l'écran qui n'est pas hyper lumineux. Hier, j'étais filmé un petit peu en après-midi où il y avait quand même un plein soleil. Enfin, il faisait un peu dégueu, mais il y avait quand même beaucoup de soleil. Mais donc, du coup, j'avais un peu de mal à voir dans l'écran. Alors du coup, tout ce que j'ai fait, c'est simplement regarder dans le viseur, de façon à avoir directement l'information et en n'ayant pas la lumière qui vienne taper sur le viseur. Mais avec l'écran, j'ai eu un petit peu de difficulté. C'est pas trop grave, on s'y habitue et il faut juste essayer de mettre sa main un petit peu devant, histoire de contrer un peu le soleil. Voilà, c'est juste pour chicaner. Le reste, franchement, le boîtier est super au niveau prise en main. Ce que j'ai bien aimé également, sont ces systèmes de 3 roulettes. On en a une devant autour du déclencheur, une derrière qui tombe au pouce et une troisième au niveau de l'onglet menu, ici tout simplement, qui va permettre de gérer un des paramètres que tu lui accordes. On passe maintenant au côté vidéo, donc je l'ai utilisé pendant 2 semaines où j'ai fait principalement des vidéos en 4K à main levée. Pourquoi à main levée? Tout simplement pour tester la stabilisation, le fait que ce soit un boîtier léger, j'avais peur que du coup il tremble un peu. Eh bien pas du tout, la stabilisation 5 axes fonctionne excessivement bien. C'est assez impressionnant d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est même une des meilleures stabilisations que j'ai pu tester dans tous les boîtiers des différentes marques. Ça tient vraiment bien en main, l'image est vraiment bien stable. Alors évidemment avec l'optique de kit, j'ai pas pu faire des images avec un super beau flou et tout derrière, ça c'est peut-être plus avec une optique un peu plus réservée, comme le 25 mm par exemple chez Panasonic. Mais franchement pour débuter, il est quand même très bon. Je vais vous mettre un petit peu après ici quelques séquences que j'ai pu filmer en pleine journée, d'autres également le soir où j'ai pu tester un peu le niveau ISO. Et je dois bien vous avouer qu'au moment où je tourne cette séquence-ci, j'ai pas encore tourné la séquence ISO, du coup je sais pas vous dire jusqu'à combien ça peut monter, mais vous allez le voir par vous-même maintenant. Hop, petit test au niveau ISO, je parle pas très fort parce que je suis dans mon quartier de voisinage, j'ai pas envie de réveiller les gens. Je suis ici du coup à 6400 ISO, 1/50e f4 et je m'éclaire à l'aide de cette lampe là. Voilà. Comme ça du coup vous avez plus ou moins les situations de tournage. L'image a pas l'air dégueu sur l'écran de retour, l'autofocus fonctionne bien. Maintenant il faudra voir du coup ce que ça donne sur le PC, mais à mon avis ça risque de bien donner. Voilà. Je vais aller un petit peu plus. Voilà, ici je commence à avoir un peu moins de lumière. Fatalement du coup on ne voit plus. Voilà. Ici où j'ai un peu moins de lumière, on voit bien l'ombre de mon micro. L'autofocus fonctionne plutôt bien, on dirait, mais il faut voir maintenant au niveau du grain ce que ça donne. Mais ça a l'air plutôt bon. On est de retour ici et je vais vous parler un petit peu du coup de cette conclusion au niveau vidéo. Pour moi, c'est un super bon boîtier qui embarque de super bonnes caractéristiques. La 4K, le Vlog, le 1080 à 120 images secondes, c'est vraiment toutes des petites choses qui sont vraiment un plus dans ce boîtier et qui permet, si vous voulez débuter et le prendre pour débuter, du coup de garder ce boîtier assez longtemps parce que vous avez tout sous la main. Vous avez du Vlog, de la 4K, vous avez du super ralenti à 120 images secondes. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez de plus. Au niveau de l'autofocus, il est assez bon. Ce que j'ai bien aimé surtout, et on va parler juste après, c'est le fait de pouvoir changer l'autofocus grâce à l'application. Alors pour ça, du coup, vous allez dans les paramètres de votre boîtier, activer le Wi-Fi. Une fois que c'est fait, vous allez dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone de façon à connecter les deux, choisir le même réseau. Une fois votre téléphone connecté, il suffit d'ouvrir l'application Image App Lumix, qui est gratuite sur Android, iOS et d'autres. Quand votre téléphone du coup est connecté à votre appareil et que l'application est ouverte, il suffit d'appuyer sur le bouton Opération à distance de façon à gérer à distance votre appareil. N'oubliez pas de retirer le cache de votre appareil comme moi, sinon on a l'air débile.
Bref. Grâce à l'application, vous allez pouvoir gérer tout un tas de choses. L'ISO, l'ouverture, la vitesse, ça c'est les bases, mais vous pouvez bien évidemment aller plus loin en gérant même le V-Log, le profil colorimétrique que vous allez mettre, la balance des blancs, vous avez accès au bouton REC de façon à enregistrer ou à terminer un enregistrement, et même sur la petite fenêtre en haut, grâce à l'image du coup renvoyée par votre boîtier, vous allez pouvoir choisir votre zone de mise au point directement sur votre téléphone, ce qui permet du coup de paramétrer complètement son appareil, même en étant à 10-15 mètres de distance. Je suis désolé du coup pour les petits flous nets qu'il y a sur l'image de G90, je sais pas ce que mon appareil Sony a fait, mais on dirait que du coup il n'aime pas trop la concurrence. Bref. On revient un petit peu au mode vidéo, il y a quand même un petit point qui moi personnellement m'ennuie un petit peu, parce que je trouve ça juste un tout petit peu dommage que pour la 1080p, lorsqu'on le passe en 120 images secondes pour faire vraiment du ralenti, on n'ait plus accès à l'autofocus, l'appareil se met directement en mise au point manuelle. Je trouve ça un petit peu dommage, je sais que c'est le cas dans plein d'autres modèles. J'aurais bien aimé avoir l'autofocus jusqu'au bout, même en 120 images secondes. Dans le cas par exemple comme hier, où j'ai dû faire des plans en plein soleil, et où je pouvais pas trop me fier à ce que je voyais, parce qu'il y avait tellement de reflets que je voyais plus l'écran, j'aurais bien aimé me fier à l'autofocus et pas à ce que je voyais pas justement sur l'écran. Donc voilà, c'est juste un petit point, pas négatif, mais ça aurait été bien d'avoir l'autofocus. Peut-être du coup pour la version du G100 ou G95, bref. Donc du coup, si toi t'as envie de commencer la vidéo, c'est vraiment un boîtier que je te conseille parce qu'il est super simple à prendre en main. Les menus sont pas du tout compliqués et surtout ils sont vachement bien répertoriés, ils sont bien clairs. Tu sais où tout se trouve. On passe au point positif et négatif du boîtier. Au niveau positif, pour moi, ce que je retiens, c'est que c'est un boîtier vraiment très complet pour un prix vraiment très maîtrisé. En dessous de 1000 € de nouveau, je vous le répète une troisième ou une quatrième fois. Il embarque vraiment plein de super chouettes caractéristiques, 4K, 1080, 120 images secondes, du V-Log, un écran rotatif et tactile qui est vachement pratique, un autofocus vraiment très bon, mais dommage, absent en 120 images secondes en 1080p. Une plutôt bonne montée en ISO de ce que j'ai pu lire comme test. Au moment où je tourne cette séquence-ci, malheureusement, j'ai pas encore pu tester en conditions un peu plus extrêmes, mais du coup, tout au long de la vidéo, vous aurez vu des tests. Un port casque, un port micro, vraiment, en fait, c'est un boîtier qui est tellement complet que même si vous débutez avec, vous n'en changerez pas avant quelques années sans aucun problème. Il suffit juste d'adapter un ou deux objectifs à grande ouverture et vous aurez très facilement un rendu super professionnel. Ok, on arrive ici à la fin de la vidéo. Si jamais tu as bien aimé le test de ce Lumix G90, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo. Nous on se retrouve mercredi prochain à 18 h. En attendant, prends soin de toi et à la prochaine. Salut!